Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Rabelais, l'un des 4 livres qui ont été rassemblés dans ce très beau volume par François Bon, le plus ancien roman de Rabelais, Pantagruel. Pantagruel qui pourtant est le fils de Gargantua, mais dans l'ordre chronologique de l'écriture, c'est bien Pantagruel qui précède Gargantua. Pantagruel, ce fameux géant issu de légendes qui ne sont pas inventées par Rabelais, mais qui permettent à Rabelais d'inventer une langue qui, bien sûr, pour nous qui sommes éloignés dans le temps, nous est assez difficile d'accès. Et en même temps, qu'est-ce que c'est savoureux, la langue de Rabelais. Même si on comprend parfois pas tout, eh bien on se laisse emporter par ce langage-là et par la truculence des personnages, évidemment, panurges, rencontrés par Pantagruel. Dans ce livre-là, Pantagruel, les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel, roi des Dipsodes, fils du grand géant Gargantua, composé nouvellement par maître Alcofribas Nazier, en les vend à Lyon en la maison de Claude Noury, dit le prince près Notre-Dame de Confort. Et voici comment ça commence. Prologue de l'auteur. Très illustre et très chevaleureux champions, gentilshommes et autres, qui volontiers vous a donné à toute gentillesse et honnêteté, vous avez naguère vu, lu et su les grandes et inestimables chroniques de l'énorme géant Gargantua, et comme vrais fidèles les avez crus tout ainsi que textes de Bible ou de Saint-Évangile, et y avez maintes fois passé votre temps avec les honorables dames et damoiselles, leur en faisant beaux et longs narrés, alors qu'étiez hors de propos, dont étiez bien digne de grandes louanges. Et donc, les aventures de Gargantua sont connues, celles de Pantagruel sont à découvrir en partant de sa nativité, puis de la mort de Badebec, la mère de Pantagruel, puis de son enfance. Je trouve par les anciens historiographes et poètes que plusieurs sont nés en ce monde en façon bien étrange qui serait trop longue à raconter. Lisez le 7e livre de Pline, si avez loisir. Mais vous n'en ouïtes jamais d'une si merveilleuse comme fut celle de Pantagruel. Car c'était chose difficile à croire comment il crut en corps et en force en peu de temps. Et n'était rien de Hercule qui, étant au berceau, tua les 2 serpents, car les serpents étaient bien petits et fragiles, mais Pantagruel, étant encore au berceau, fit de cas bien épouvantables. Je laisse ici à dire comment, à chacun de ses repas, il humait le lait de 4600 vaches. Et comment, pour lui faire un paëlon à cuire, un poêlon, je pense, un paëlon, évidemment, tout est ici retranscrit dans la version originale, et je ne me suis pas embarrassé de traduction en français moderne, ce qui fait que je n'ai pas tout compris, mais on devine quand même assez bien. Faire un poêlon, à cuire sa bouillie furent occupés tous les poêliers de Saumur en Agneau, de Villedieu en Normandie, de Bramont en Lorraine, et lui baillaient, on l'a dite bouillie, en un grand timbre qui est encore de présent à Bourges auprès du palais, mais les dents lui étaient déjà tant crues et fortifiées qu'il en rompit du dit timbre un grand morceau comme très bien apparaît. Un certain jour, vers le matin, qu'on le voulait faire téter une de ses vaches, car de nourrice il n'en eut jamais autrement, comme dit l'histoire, il se défit des liens qui le tenaient au berceau, un des bras, et vous prend la dite vache par-dessous le jarret, et lui mangea les 2 tétins, et la moitié du ventre avec le foie et les rognons, et l'eut toute dévorée, n'eût été qu'elle criait horriblement, comme si les loups la tenaient aux jambes, auquel cri le monde arriva, et ôtèrent la dite vache des mains du dit
Pantagruel. Voilà quel type de personnage est Pantagruel. C'est un géant, et évidemment, Rabelais en rajoute dans l'exagération. Et c'est un des plaisirs de cette lecture-là que d'être constamment dans l'hyperbole. Mais ensuite, Pantagruel, au fond, il va être éduqué, il va devenir une sorte de grand savant, il va rencontrer des personnages lorsqu'il va se rendre à Paris notamment, et notamment ce fameux personnage de Panurge qui occupera un rôle très important. Et ce qui est intéressant dans la rencontre de Panurge, c'est les jeux sur la langue, sur les langues. Comment Pantagruel trouva Panurge, lequel il aima toute sa vie. Un jour, Pantagruel, se promenant hors de la ville vers l'abbaye Saint-Antoine, devisant et philosophant avec ses gens et aucun écolier, rencontra un homme beau de stature et élégant en tout linéament du corps, mais pitoyablement navré en divers lieux, et tant mal en ordre qu'il semblait qu'il fût échappé à ce chien, ou mieux ressemblait un cueilleur de pommes du pays du Perche. Et de tant loin que le vit Pantagruel, il dit aux assistants: « Voyez-vous cet homme qui vient par le chemin du pont Charenton? Par ma foi, il n'est pauvre que par fortune, car je vous assure qu'à la physionomie nature l'a produit de riches et nobles lignées, mais les aventures des gens curieux le ont réduit en telle pénurie et indigence. » Et ainsi qu'il fut au droit d'entre eux, il lui demanda: « Mon ami, je vous prie que un peu veuillez ici arrêter et me répondre à ce que vous demanderez. Vous ne vous en repentirez point, car j'ai affection très grande de vous donner aide en mon pouvoir en la calamité où je vous vois, car vous me faites grand pitié. Pourtant, mon ami, dites-moi, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Que querrez-vous? Et quel est votre nom? » Et le compagnon lui répond en langue germanique: « Junker, Gott geb euch Glück und Heil. Zuvor, liebe Junker, ich lass euch wissen, dass, da ihr mich von fragt, hier ein arm und erbarmlich Ding, und wer will davon zu sagen, welches euch verdrüßlich zu hören und mir zu erzählen wär, wiewohl die Poeten und Orators Horzeiten haben gesagt in ihren Sprechen und Sentenzen, dass die Gedächtnis des Elends ohne Antwort vorlangs erlitten, ist ein großer Lust. » Puis bon, ensuite, Panurge va parler dans beaucoup de langues, après avoir parlé en allemand. Al barrildim Gottfano desh min brin alabo dordin falbrot ringam albras, nin port zaldirim al mukatin milkoprim al elnim entot dal eben emfuin. C'est le langage des antipodes. Puis, il y a encore plein d'autres langues. Prug, fest, frind, sogdman, trost, drunst, par brilland. Voilà un autre langage étrange. Puis des langages moins étranges. Adoni, Sholom, Lesha, Im, Ishar, Arob, Abdeka, bon, de l'hébreu, etc. Il y a un jeu sur les langues, il y a un plaisir d'imiter des langues. Est-ce que ce langage-là est un langage compréhensible ou pas? Est-ce qu'une traduction a de l'intérêt ou pas? Dans la version que nous propose François Bon, il n'a pas essayé de traduire tout ça. C'est la langue en tant que telle qui est intéressante. Et puis, évidemment, on découvre à la fin que Panurge, sa langue maternelle, c'est le français, et que donc il parle parfaitement le français. Et puis, il va devenir celui que Pantagruel aima toute sa vie, son plus proche compagnon, qu'on retrouvera évidemment plus tard. Et donc, on va suivre leurs aventures nombreuses, la manière dont
Pantagruel équitablement jugea d'une controverse merveilleusement obscure et difficile, si justement que son jugement fut dit plus admirable que celui de Salomon. C'est entre les seigneurs Humevène et, comment s'appelle l'autre déjà, Bezcu. Évidemment, les noms choisis sont toujours assez parlants dans le cas de Rabelais. Et puis, bon, il échappe de la main des Turcs. Il va ensuite agir de façons différentes. Je ne vais pas raconter toute cette histoire-là. Mais il y a notamment, on parlait de langage, il y a notamment le moment où Pantagruel est défié par un grand clerc de Angleterre. Et c'est Panurge qui va, en fait, lui répondre. Voici donc le débat, autre débat après celui entre Humevène et Bezcu qui sera tranché par Pantagruel ici. C'est un débat assez étrange. Lors commença Panurge à parler, disant à l'anglais : « Seigneur, tu es ici venu pour disputer contentieusement de ces propositions que tu as mis, ou bien pour apprendre et savoir la vérité ?» À quoi répondit Thomaste : « Seigneur, autre chose ne m'anime sinon bon désir d'apprendre et savoir ce dont j'ai douté toute ma vie, et n'ai trouvé ni livre ni homme qui me ait contenté en la résolution des doutes que j'ai proposés. Et au regard de disputer par contention, je ne le veux faire, ainsi est-ce chose trop vile, et la laissa à ses marauds de sophistes. Donc, dit Panurge, si moi, qui suis petit disciple de mon maître, monsieur Pantagruel, te contente et te satisfait en tout et partout, ce serait chose indigne d'en empêcher mon dit maître, par ce mieux vaudra qu'il soit cathédrant, jugeant de nos propos et te contentant au parçu, s'il te semble que je n'ai satisfait à ton studieux désir. Vraiment, dit Thomaste, c'est très bien dit, commence donc. Et voici le débat qui va donc commencer entre Panurge et Thomaste, ce savant anglais. Or notez que Panurge avait mis au bout de sa longue braguette un beau floc de soie rouge, blanche, verte et bleue, et dedans avait mis une belle pomme d'orange. À donc tout le monde, assistant et spéculant en bon silence, Panurge, sans mot dire, parce que ce débat se fera sans mots. On a vu que Panurge parlait toutes les langues, mais il sait aussi parler le langage des signes, mais un langage des signes assez particulier quand même. Leva les mains et en fit un tel signe, car de la main gauche, il joignit l'ongle du doigt indice à l'ongle du pouce, faisant au milieu de la distance comme une boucle, et de la main dextre ferrait tous les doigts au poing, excepté le doigt indice, lequel il mettait et tirait souvent par entre les deux autres susdits de la main gauche, puis de la dextre étendait le doigt indice et le milieu, les éloignant le mieux qu'il pouvait et les tirant vers Thomaste. Et puis mettait le pouce de la main gauche sur l'anglet de l'œil gauche, étendant toute la main comme une aile d'oiseau ou une pine de poisson, et la mouvant bien mignonnement de ça et de là, et autant et faisait de la dextre sur l'anglet de l'œil dextre, et ce dura bien par l'espace d'un bon quart d'heure. Bon, je vous défie de faire ces gestes-là chez vous et d'imiter tout ça. Il y a les réponses de Thomaste. Bon, ça commence par les mains, puis ça occupe le corps entier. À la fin, à quoi Panurge mit un doigt de la gauche au trou du cul et de la bouche tirait l'air comme quand on mange des huîtres en escale, ou quand l'on hume sa soupe et se fait ouvre quelque peu la bouche et avec le plat de la main dextre en frappait dessus, faisant en ce un grand son et profond, comme s'il tenait de la superficie du diaphragme par la trachée artère et le fit par 16 fois. Bon, finalement, évidemment, dans ce débat-là, Panurge sort grand vainqueur et les aventures continuent. Elles continuent à Paris, puis dans des guerres que mène Pantagruel contre
les dipsodes, même si Alcofribas Nazier, le narrateur de cette histoire, François Rabelais, dans le désordre des lettres, toujours le jeu sur la langue, eh bien, ne voit pas tout parce qu'il se retrouve dans le ventre, enfin dans la gorge de Pantagruel. Mais il en ressort après avoir rencontré les habitants de Pantagruel. Et à la fin, évidemment, tout se termine bien, ou se termine pas tout à fait, puisque on nous annonce la suite. Évidemment, la suite, on la lira un peu plus tard. Or, messieurs, vous avez ouï un commencement de l'histoire horrifique de mon maître et seigneur Pantagruel. Ici, je ferai fin à ce premier livre, car la tête me fait un peu mal, et sens bien que les registres de mon cerveau sont quelque peu brouillés de cette purée de septembre. Vous aurez le reste de l'histoire à ces foires de Francfort, prochainement venantes, et là vous verrez comment Panurge fut marié et cocu dès les premiers mois de ses noces, et comment Pantagruel trouva la pierre philosophale, et la manière pour la trouver, et la manière d'en user. Et comment il passa les monts Caspiens, comment il navigua par la mer Atlantique et défit les cannibales et conquêta les îles de Perlas, comment il épousa la fille du roi de Inde, dit prêtre Jean, comment il combattit contre les diables et fit brûler 5 chambres d'enfer, et mit à sac la grande chambre noire, et jeta Proserpine au feu, et rompit 4 dents à Lucifer et une corne au cul. Comment il visita les régions de la lune pour savoir si à la vérité la lune n'était pas entière, mais que les femmes en avaient 3 quartiers en la tête, et 1000 autres petites joyeusetés toutes véritables. Ce sont beaux textes d'évangile en français. Bonsoir messieurs, pardonnat-mi, et ne pensez pas tant à mes fautes que vous ne pensez bien est-ce vôtre. Il annonce la suite. Alors la suite, ce sera Gargantua, ce sera une sorte de préquel à l'histoire de Pantagruel, mais ce qui est annoncé, on le verra dans le tiers et le quart livre, ces 4 livres rassemblés par François Bon, qui a produit au moment même où je suis en train de moi-même lire ceci, un certain nombre, un nombre très important de vidéos où il lit ces extraits-là, sans doute avec une prononciation et une langue plus proche de celle que j'essaye de rendre ici, dans un français qui mélange un peu le français d'aujourd'hui, le français de l'époque. Je ne sais pas comment on parlait jadis, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un plaisir de la langue qui est extrêmement fort dans Pantagruel. Et évidemment, je vais poursuivre ces lectures-là, me replonger dans le Gargantua qui va encore plus loin, je crois me souvenir, dans cette fête à la langue française en train de naître véritablement à l'époque de Rabelais. Pantagruel, François Rabelais.